Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Aujourd'hui, nous consacrons cette émission à une pathologie grave mais encore trop méconnue du grand public, la méningite. Et pour marquer la journée mondiale de lutte contre la méningite, célébrée chaque année le 24 avril, je reçois une invitée que vous connaissez bien, le docteur Alexandra Roux, neurologue qui est déjà intervenue plusieurs fois sur notre antenne. Bonjour docteur Roux. Bonjour. Merci d'être encore avec nous aujourd'hui, cette fois-ci par téléphone. Alors pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la méningite? De quoi s'agit-il exactement? Alors tout d'abord, je vais définir ce qu'est exactement la méninge. Les méninges, leur rôle, c'est de protéger le système nerveux central. Ce sont des membranes qui entourent donc le cerveau et la moelle épinière et elles ont pour rôle de maintenir l'intégrité de ce système et son bon fonctionnement. Très rapidement, les méninges sont organisés en 3 couches. La dure mère, la couche externe qui est située en dessous des os. L'arachnoïde, c'est la couche intermédiaire. Et la pimaire, c'est la couche la plus interne qui est la plus fine et qui est directement en contact avec le cerveau et la moelle. La méningite, c'est donc une inflammation de ces membranes, les méninges, qui entourent le cerveau et la moelle. Cette inflammation est causée par diverses infections, ce que je vais détailler plus tard, ou dans certains cas par des causes non infectieuses, beaucoup plus rares, comme certaines maladies auto-immunes, certains cancers, et parfois en lien avec des effets secondaires de certains médicaments. Alors justement, quelles sont les causes principales de la méningite et est-ce qu'il y a des populations plus à risque que d'autres? Les causes principales dont je vais parler aujourd'hui, ça va être plutôt les causes infectieuses. Au premier plan, la méningite bactérienne, c'est la forme la plus grave et la plus urgente à diagnostiquer. Elle est causée par des bactéries telles que le méningocoque, le pneumocoque ou l'hémophilus influenza de type B. Il y a également les méningites d'origine virale, donc liées à des virus qui sont plus fréquentes et généralement moins graves que les formes bactériennes en dehors de la méningite au virus de l'herpès. D'autres virus en cause peuvent être ceux de la varicelle, des oreillons. Les symptômes sont similaires mais souvent beaucoup plus bénins. Il y a également plus rarement les méningites fongiques, en lien avec des champignons qui surviennent surtout chez les personnes immunodéprimées, des méningites parasitaires. Les populations les plus à risque, ça va être les nourrissons et les jeunes enfants, surtout ceux de moins de 5 ans. Ils sont plus vulnérables, surtout à la forme bactérienne, parce que le système immunitaire est encore en développement, ce qui les rend plus sensibles aux infections. À l'inverse, les personnes âgées également, de plus de 65 ans, sont également plus à risque, également en raison de l'affaiblissement général du système immunitaire. Il faut également nommer les personnes immunodéprimées, donc dont le système immunitaire est affaibli pour des raisons, par exemple en lien avec des maladies, la prise d'immunosuppresseurs, par exemple après une greffe d'organes ou au cours de chimiothérapie qui baisse beaucoup l'immunité. Ces personnes ont également un risque de complications plus graves. Et citons également les personnes qui vivent en collectivité, comme des dortoirs universitaires, des casernes militaires, des maisons de retraite, qui vont être plus exposées au caractère, à la transmission de ces bactéries. Alors quels sont les symptômes qui doivent alerter et faire consulter rapidement? Existe-t-il des signes spécifiques chez les enfants ou les nourrissons? Alors classiquement, les symptômes cardinaux de la méningite, ça va être déjà ce qu'on appelle des céphalées fébriles. Donc un mal de tête inhabituel pour la personne qui va apparaître dans un contexte de fièvre significative. À ça peuvent s'ajouter donc Fièvre, pardon, je vous coupe, mais fièvre supérieure à combien? On va dire 38,5. Okay. Une fièvre vraiment significative, pas un petit fébricule à 38 et surtout qui va se prolonger dans le temps.
Ces symptômes, ils sont rapidement associés à une raideur de la nuque, donc des difficultés aux patients pour la bouger et à l'examen des difficultés à la mobiliser, et également une sensibilité à la lumière, un patient qui va être bien uniquement dans le noir. Cela s'accompagne également de vomissements et à des stades plus évolués et plus graves, une confusion, de la désorientation et dans des cas vraiment très graves, des convulsions. Chez les enfants et les nourrissons, effectivement, les symptômes ne sont pas toujours très classiques. Déjà parce que les maux de tête sont plus difficiles à exprimer à cet âge-là. Ça peut se caractériser par des pleurs incessants, un enfant inconsolable sans raison apparente. La photophobie, donc cette gêne, cette sensibilité de la lumière, va se traduire par un évitement de la lumière, un enfant qui va rechercher d'être dans le noir, se cacher les yeux sans arrêt. Toujours dans un contexte de fièvre, normalement. Ça va également se manifester par une grosse somnolence, des difficultés à le réveiller, ou inversement, une irritabilité et des modifications du comportement très inhabituelles chez l'enfant. Également, une perte d'appétit, des vomissements, une hypotonie, donc un enfant tout flasque, sans énergie, et également des convulsions. Est-ce qu'il y a aussi des taches de sang ou pas, ou c'est encore rapport avec la méningite sur la peau? Alors, c'est les éruptions cutanées, c'est dans les méningites bactériennes, la méningocoque, et ça peut apparaître aussi bien chez l'enfant et chez l'adulte. On va dire que ce ne sont pas des signes spécifiques de la méningite, puisque c'est des signes périphériques, mais c'est des signes de gravité, en fait, qu'il va falloir également repérer si on suspecte une méningite. Alors maintenant, on va parler du diagnostic. Comment les médecins identifient-ils une méningite? Quels sont les examens réalisés en priorité? Donc, la première étape, c'est déjà de faire une évaluation clinique du patient pour identifier les symptômes évoqués, donc la céphalée fébrile, la raideur de nuque, la photophobie, cette sensibilité à la lumière, et de rechercher des signes de gravité, des troubles de la conscience, des éruptions cutanées, une situation de choc septique avec la tension qui chute, le pouls qui s'accélère. Ça, c'est la partie clinique. Et l'examen clé dans le diagnostic d'une méningite, c'est la réalisation d'une ponction lombaire qui consiste à prélever un échantillon de liquide céphalorachidien, c'est le liquide qui entoure le cerveau et la moelle épinière, par une piqûre qu'on réalise en bas du dos. Ce liquide céphalorachidien est ensuite envoyé au laboratoire. Il va permettre, après analyse, de repérer la présence de cellules qui marquent l'inflammation, des globules blancs, et ensuite, par des techniques d'identification de germes, identifier si on a affaire à une bactérie, laquelle, à un virus, lequel, ou à un champignon, un parasite. Alors comment ça se passe une ponction lombaire? Parce que je sais que ça fait peur un peu à tout le monde, cet examen. Alors, ça fait peur, mais globalement, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Donc, on pique en bas du dos dans une région où, en fait, là, il n'y a plus de moelle épinière. C'est un petit sac où il n'y a plus que le liquide. Donc, déjà, pas de risque de toucher la moelle et de créer des lésions des neurones. C'est une piqûre, donc c'est effectivement pas agréable. C'est dans le dos, donc on ne voit pas. Ça fait un petit peu peur, mais vraiment, c'est une sensation de piqûre avec une aiguille qui n'est pas une très grosse aiguille. Et ce qui fait mal, ça va être vraiment lorsque l'on introduit l'aiguille. Ensuite, on récupère le liquide qui coule goutte à goutte. Ça peut prendre quelques minutes. Et ensuite, on retire l'aiguille. C'est un geste qui est fait en chambre, pas nécessairement du tout réalisé dans un bloc opératoire et qui est fait assis ou allongé. Pour rassurer les enfants ou même les plus grands, on peut soit mettre un petit patch en bas du dos pour anesthésier la zone où on pique, ou le faire sous un gaz qui s'appelle le méopa, qui permet un petit peu de détendre la personne au moment du geste. Alors une fois la méningite diagnostiquée, quel est le protocole de traitement et en quoi diffère-t-il selon l'origine virale ou bactérienne? Donc le traitement de la méningite va effectivement dépendre du type de méningite. On ne traite pas pareil des bactéries ou des virus, par exemple, et ça dépend également de la gravité du tableau clinique. Pour les méningites bactériennes, qui sont des formes plus graves,
Il ne faut pas perdre de temps pour traiter. Ça consiste en une administration d'antibiotiques intraveineux qui vont être différents en fonction de la bactérie en cause. On peut également administrer des corticostéroïdes en même temps que les antibiotiques pour permettre de réduire l'inflammation des méninges. Les méningites virales sont des formes moins graves. Dans certains cas, comme dans les méningites causées par l'herpès, qui reste un petit peu plus grave que les autres virus, on administre des antiviraux comme l'aciclovir. Sinon, pour beaucoup d'autres méningites virales, il n'y a pas de traitement spécifique. Et on va faire ce que l'on appelle donc les traitements symptomatiques, à savoir assurer une antalgie pour traiter la douleur, bien hydrater le patient. Et dans tous les types de méningites, il faut également prendre en charge toutes les choses à côté, toutes les complications, comme éventuellement un choc septique avec une diminution forte de la pression artérielle, des crises d'épilepsie qui peuvent survenir en raison de l'irritation du cerveau. Alors justement, est-ce qu'il y a d'autres complications possibles et est-ce qu'il est possible d'avoir des complications même après guérison? Alors oui, même si on traite une méningite rapidement, il peut exister des complications à long terme, même après la guérison de l'infection. Ça dépend du type de méningite, c'est plus fréquent dans les méningites bactériennes et ça dépend aussi de l'état général de la personne. Pour en citer quelques-uns, on peut avoir affaire à des troubles cognitifs qui vont donc toucher la mémoire, des troubles de la concentration. Il peut y avoir une épilepsie, donc qui peut survenir à la phase aiguë de la méningite, mais qui peut aussi perdurer à distance après la guérison. L'épilepsie après une méningite est liée en fait à l'inflammation du cerveau qui va laisser en quelque sorte des cicatrices et entretenir une épilepsie au long cours. On peut noter également chez des patients des changements dans le comportement, dans l'humeur, des personnes qui deviennent plus irritables, plus déprimées ou plus anxieuses. Également noter un risque d'hydrocéphalie, donc une accumulation excessive du liquide céphalorachidien dans le cerveau. La méningite ayant en fait abîmé les mécanismes de drainage de ce liquide céphalorachidien, une hydrocéphalie peut causer de gros maux de tête et des problèmes de vision. Et de plus, si la méningite a endommagé les neurones sous-jacents, il peut persister des troubles moteurs, des troubles de l'équilibre ou du langage, des troubles de la coordination. Alors maintenant, on va parler prévention. Quelles sont les mesures les plus efficaces pour éviter la méningite? Alors, pour prévenir la méningite, il y a plusieurs stratégies. La première, ça passe par la vaccination. C'est la méthode la plus efficace pour prévenir certaines formes de méningite, surtout celles causées par des agents infectieux comme les bactéries et les virus. Par exemple, le vaccin pour les vaccins contre les méningites bactériennes. Pour les citer, nous avons le vaccin contre le méningocoque, contre le pneumocoque et contre l'hémophilus influenza B. Et pour prévenir les méningites virales, il existe un vaccin contre les oreillons, c'est le ROR, qui associe rougeole, oreillon, rubéole, et également potentiellement des vaccins contre la varicelle. Le deuxième axe, ce sera de réaliser une antibioprophylaxie. Par exemple, dès qu'une personne a été en contact avec une personne atteinte d'une méningite bactérienne, on peut administrer des antibiotiques avant même l'apparition des symptômes pour prévenir la prolifération des bactéries. Cette antibioprophylaxie peut aussi être faite au long cours chez des personnes immunodéprimées. Ensuite, ça passe par toutes les mesures pour limiter la propagation de ces infections. On connaît bien depuis le Covid, que je vais rappeler, comme le lavage des mains, l'utilisation de mouchoirs lorsque l'on éternue, lorsqu'on se mouche, la désinfection des surfaces et l'isolement des personnes malades. Est-ce qu'il y a des nouveautés ou des recommandations récentes, notamment chez les jeunes ou les personnes fragiles? Alors, concernant les vaccins, les calendriers vaccinaux évoluent, notamment en raison de l'augmentation de la fréquence des méningites, surtout chez les enfants en collectivité comme les crèches, les écoles.
Depuis 2018, parmi les vaccins obligatoires, il y avait déjà le vaccin contre le méningocoque C et le méningocoque B. Et la nouveauté, c'est que depuis janvier 2025, il y a également dans ces vaccins obligatoires chez l'enfant un vaccin qui va couvrir beaucoup plus de souches, donc le vaccin ACWY qui va protéger contre toutes ces souches de méningocoque, en plus du méningocoque B. Ces vaccins sont également recommandés, comme je le disais tout à l'heure, pour les personnes âgées, les personnes qui vivent en communauté et les personnes immunodéprimées. De la même façon, le vaccin contre l'hémophilus influenza B est obligatoire en France depuis 2018 pour les enfants en vue d'une entrée en crèche et recommandé dès les premiers mois de vie. La même chose pour le vaccin contre le pneumocoque. Est-ce que des campagnes de sensibilisation sont menées en France ou à l'international? Et selon vous, est-ce qu'on en parle assez? Alors oui, il y a bien sûr des campagnes de sensibilisation qui sont menées régulièrement en France et à l'international pour sensibiliser le public aux symptômes, également au risque de transmission et surtout à l'importance de faire vacciner les enfants en âge scolaire pour à la fois protéger ses enfants et les enfants des autres. En France, il y a eu des campagnes menées par Santé publique France qui incluaient des affiches, des brochures, des spots de télévision, à la fois pour alerter sur les symptômes et à la fois sur l'importance de la vaccination. Des campagnes aussi ciblées pour les jeunes adultes, surtout les étudiants qui peuvent vivre en résidence universitaire ou les personnes qui ont tendance à dormir dans des dortoirs. Et au niveau international, il y a l'OMS qui mène régulièrement des campagnes de sensibilisation sur la prévention de la méningite pour essayer de réduire les épidémies et qui essaie de mener à l'étranger et dans les pays à risque des campagnes massives de vaccination. C'est vrai que beaucoup d'efforts sont faits, mais je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir, surtout pour sensibiliser les personnes et également rassurer peut-être les parents et les informer sur vraiment l'importance de faire vacciner leurs enfants. La méningite n'est pas une maladie très fréquente, elle est moins médiatique que la grippe saisonnière ou le Covid, mais ses conséquences peuvent être très graves, surtout chez des jeunes enfants, et peut-être qu'une meilleure communication pourrait sauver des vies. Alors avant de conclure, Dr Roux, quel message aimeriez-vous transmettre à nos auditeurs pour cette journée mondiale de lutte contre la méningite? Alors les messages concernant la méningite, ce serait déjà l'importance de la prévention par la vaccination. Vacciner les enfants, y penser pour les adolescents qui n'auraient pas été vaccinés dans la petite enfance et penser également aux personnes âgées. Et ne pas hésiter à se renseigner auprès des pédiatres sur les calendriers vaccinaux, même si normalement ils sont censés vous en parler à chaque consultation. Reconnaître les signes et agir vite. S'il faut se rappeler juste de 4 points, c'est fièvre, maux de tête inhabituels, sensibilité à la lumière et raideur de nuque. Ce sont les 4 principaux points à retenir pour identifier une méningite. Essayez de sensibiliser l'entourage, soutenir les campagnes locales si vous en avez le temps. Et surtout, en cas de contact avec une personne malade, ne pas tarder à consulter à la fois pour soi, pour être traité rapidement, et également pour éviter la propagation de la maladie à l'entourage. Et donc, quel est le délai d'incubation? Alors, pour la méningite à méningocoque, qui va être une des plus graves, ce délai d'incubation est entre 2 à 10 jours avec une moyenne d'apparition des symptômes de 3 à 4 jours. Ce délai permet d'identifier les cas contacts et surtout d'aller consulter afin de pouvoir bénéficier d'une antibioprophylaxie avant que les symptômes et les signes de gravité n'apparaissent. Merci beaucoup, Dr Roux, pour votre intervention aujourd'hui.
De rien. Merci, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiogm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebecca@radiogm.fr. Merci.